Claire Servagent. Comment répondre à la crise provoquée par l'affaire Cahuzac? L'exécutif, on l'a dit, réfléchit sur le plan à la fois politique et législatif. Il prépare dans l'urgence une loi sur la moralisation de la vie publique. L'Union européenne aussi réfléchit à de nouvelles mesures. Ce matin, le Luxembourg, par exemple, se disait prêt à limiter son secret bancaire. On va parler de tout cela avec notre invité. Bonjour, maître William Bourdon. Vous êtes le président fondateur de l'association Sherpa qui lutte contre la corruption en France et ailleurs. D'abord, peut-être un mot de cette affaire Cahuzac. Vous êtes avocat, vous avez l'habitude des mensonges, hein, si je peux dire. Vous avez été surpris quand même par l'ampleur de celui-ci? Alors on s'habitue évidemment au mensonge quand on est avocat, mais ce n'est pas une spécificité de l'avocat. Un petit peu quand même. Un peu d'une certaine façon. Mais ce qui est tout à fait spectaculaire dans cette affaire, c'est le niveau de duplicité pendant si longtemps de cet homme. Qui fait qu'à la fois l'affaire Cahuzac est une espèce de bombe à fragmentation sur le plan politique dont on ne mesure pas encore tous les effets et qui est aussi une tragédie humaine absolue, puisque voilà un homme qui était idolâtré et qui est maintenant voué aux gémonies et qui est mis au pilori et je comprends ceux qui ont envie de se mobiliser pour lui en disant il faut aussi qu'il se relève, cet homme qui est maintenant à terre. Maintenant, au-delà de cet homme qui a failli, il y a une réalité très simple, c'est que dans toute grande épreuve, humaine, collective ou individuelle, voire très intime, c'est une heure de vérité. C'est une heure de vérité et c'est une obligation, c'est une injonction au courage et à l'audace. Donc je pense qu'il y a les promesses de campagne de François Hollande, mais je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement sera bien inspiré d'aller plus vite et au-delà même des mesures qui avaient été promises il y a maintenant déjà de trop nombreux mois. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des leçons à tirer de cette affaire. J'aimerais vous poser pour commencer une question à vous. Vous êtes juriste sur la façon dont cette affaire a commencé. Parce qu'il y avait des soupçons dans les médias. Il a fallu finalement que le directeur de Mediapart, Edwy Plenel, écrive au procureur de la République. Sur la façon dont la justice s'est saisie de cette affaire, qu'est-ce que vous regrettez? Alors, moi, je fais partie de ceux qui, très banalement, considèrent qu'il n'y a pas de démocratie moderne sans une justice indépendante et sans une presse libre. Et c'est évidemment l'interaction entre les deux qui permet à ce que des vérités scandaleuses, honteuses ne soient pas étouffées. Mediapart a parfaitement joué son rôle de chien de garde de la démocratie. Quant au procureur de la République, sans doute que compte tenu de sa trajectoire personnelle, sous Sarkozy, il a pris là une forme d'assurance-vie en diligentant une enquête à l'encontre de Cahuzac. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut donner de l'accélération maintenant aux choses, sans empressement ni hystérie, sans tomber dans je ne sais quel discours démagogique ou populiste. Et je considère aussi que la vague terrible qui nous submerge a noyé aussi en quelque sorte une lumière qui est une lumière importante dans cette obscurité. La justice a parfaitement fonctionné. Les juges dans ce pays sont maintenant indépendants et je ne suis pas sûr que la mise en examen de Cahuzac aurait pu intervenir avec une telle célérité si Cahuzac avait été un ministre de Sarkozy, sous l'ère Sarkozy, où le principe de la séparation des pouvoirs a été violé avec autant de coups de canif que nous le savons. Vous qui avez fait partie de l'équipe de campagne de François Hollande en tant que conseiller, vous avez été choqué d'apprendre que son trésorier de campagne détenait 2 sociétés basées aux îles Caïmans? De ces révélations qui arrivent comme une espèce de torrent de boue, évidemment que c'est choquant. Il faut quand même revenir à une certaine modestie. On peut avoir les arsenaux juridiques les plus sophistiqués du monde. Ça ne va pas empêcher les humains parfois de montrer leur face la plus sombre, c'est-à-dire Dr Jekyll et Mr Hyde ou une capacité de duplicité extrême. Moi, je pense à ce qui se passe aux États-Unis. Un instant, quand on veut être ministre, secrétaire d'État, on est soumis à une cross-examination, à une espèce d'audition publique, très sévère, très dure. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Ça aboutit à des résultats malheureusement dommageables pour la démocratie américaine. Un très grand démocrate, Bill Richardson, qui est un grand politique américain, s'était embourbé dans quelques affaires privées. Voilà, il a été déchu de sa capacité d'être ministre. Je pense que c'est tout ça pour dire que c'est pas simplement la loi dont il s'agit, c'est aussi une pratique, et la pratique, elle passe aussi, sans doute, par des auditions publiques qui ne sont pas, comme on le dit de façon parfois cynique, une dictature de la transparence. Alors justement, William Bourdon, là j'ai retrouvé ce fameux appel que Sherpa a signé, c'était en juin dernier, comme pas mal d'autres organisations et des juristes, et notamment le fameux juge Gentil, à qui on a d'ailleurs reproché d'avoir signé cet appel. Dans cet appel, vous disiez, pour refonder la politique de la lutte contre la délinquance financière et la corruption, il n'est pas besoin de multiplier les dispositifs, il faut d'abord utiliser ceux qui existent. Ça veut dire qu'il y a a priori l'arsenal nécessaire, les outils nécessaires, mais on manque de moyens pour appliquer vraiment la législation? Alors on est dans une situation un peu paradoxale, c'est-à-dire que le cadre hexagonal n'est pas du tout
les plus pires de la planète. Il y a des dispositions en France qui sont des dispositions plutôt exemplaires, mais elles sont trop éparpillées, elles ne sont pas toujours bien appliquées, elles ne sont pas adossées à des sanctions pénales. Ce qu'on a dit à travers cet appel, qui ne fait d'ailleurs que paraphraser ce qui est dit d'ailleurs vainement depuis des années et des années, c'est qu'à un moment donné, au-delà de la loi existante, il faut donner un coup d'accélérateur. Alors, je vous donne quelques exemples, très vite. Bon. Les parlementaires. Il y a une loi très timide de l'été 2012. Il faut que la France ne cesse d'être dans le queue de peloton à l'échelon européen, au niveau, je ne sais pas, de la Slovénie, de la Turquie. Bon. Et il faut que les déclarations des parlementaires soient mises en ligne, soient complètes sur leur patrimoine, leurs revenus, leur participation financière et celle de leurs conjoints. Comme ça existe en Angleterre. C'est un changement d'état d'esprit, en fait. Comme ça existe en Angleterre. L'Angleterre n'est pas un pays... cette loi n'a pas été prise sous l'instigation et l'injonction de je ne sais quelle ONG gauchiste. Donc ce n'est pas simplement qu'une affaire de droite ou de gauche. C'est une affaire d'intégrité de l'État. Et l'intégrité de l'État, c'est une question d'intérêt général. C'est donc au nom de l'intérêt général que les acteurs, aujourd'hui, doivent se passer dans le débat public. C'est nécessaire qu'il y ait ce débat. Vous restez avec nous, Maître Bourdon, parce qu'on va parler maintenant de la visite du président congolais à Paris. Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville, effectue une visite officielle, ponctuée de rendez-vous avec le monde politique, avec le monde des affaires. Ce matin, il était à l'Élysée, où il a rencontré François Hollande, qui lui a réservé un accueil, on va dire, à minima. Christian Chesneau était sur place. François Hollande avait le visage des mauvais jours. Il n'a pas daigné descendre les marches du perron de l'Élysée pour accueillir son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Il s'est contenté d'une poignée de main brève et furtive avant d'entamer une heure d'entretien. Il faut dire que le numéro 1 congolais est le symbole de la France-Afrique, un leader africain à la réputation sulfureuse, visée par la justice française dans le dossier des biens mal acquis. À la question de savoir si cela l'empêchait de dormir, Denis Sassou Nguesso a botté en touche. Le principe auquel nous avons tous souscrit au plan international, c'est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, que ce principe soit respecté pour que la justice en France ne se sente pas le droit de traiter des questions qui intéressent les problèmes intérieurs aux autres États. Voilà, c'est ça le principe. Merci. Alors pourquoi accueillir une personnalité si controversée comme Denis Sassou Nguesso? D'abord parce que les intérêts économiques français au Congo sont très importants et puis le numéro 1 congolais est au centre de plusieurs médiations, notamment en Centrafrique, donc incontournable pour François Hollande. Au Palais de l'Élysée, Christian Chesneau, France Inter. Voilà, et ce matin, des Congolais ont tenu à se rassembler pour protester contre la visite de Denis Sassou Nguesso à Paris. Écoutez par exemple Kevin Diafouka, il est porte-parole du collectif Sauvons le Congo. Il est au micro de Nicolas Feldman. Je suis étonné de voir un président normal recevoir un dictateur anormal. Aujourd'hui, le Congo, c'est un petit pays de 3 millions d'habitants. On est le 3e ou le 4e pays producteur de pétrole en Afrique. On produit 400 000 barils par jour et on ne peut pas comprendre comment cela se fait-il que notre population croule sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la monarchie qui est installée chez nous. Monsieur Sassou Nguesso dirige le Congo avec ses enfants qui cumulent des fonctions. Les enfants gèrent le pétrole, ils gèrent le transport du pétrole. Ils sont en même temps députés dans l'Assemblée, alors que la majorité de la population de jeunes, 80% des jeunes sont au chômage. La France doit lui dire de remettre le droit de l'homme parce qu'on est l'un des rares pays en Afrique actuellement qui utilisent encore la torture. Et d'ouvrir le pays à tous les Congolais. Aujourd'hui, la France s'est mis une balle dans le pied en recevant ces dictateurs-là. Maître William Bourdon, cette affaire dite des biens mal acquis, elle en est où concernant le président Sassou Nguesso? Alors, cette enquête, vous savez qu'elle a démarré avec difficulté, puisque le parquet de Paris, sous Sarkozy, avait multiplié les démarches pour essayer de l'asphyxier, parfois avec un succès relatif. Aujourd'hui, il y a 2 juges d'instruction avec une équipe de policiers qui s'est renforcée, heureusement, et heureusement que Manuel Valls nous a entendus. Cette année risque d'être l'année de la famille Sassou Nguesso et de la famille Bongo, puisque s'agissant de la famille Obiang, qui dépassait le plus au coloriage, si je puis dire, son sort est un peu scellé par les mesures de perquisition et de saisie des voitures et d'un immeuble que chacun a vu. Donc évidemment, il y aura des auditions. Et d'ailleurs, Sassou Nguesso, aujourd'hui, très clairement, s'inquiète. Il a raison. Il a raison d'avoir peur, parce qu'effectivement, les juges d'instruction, dans l'état de droit qui est le nôtre, vont progresser en direction de sa famille. Alors, un mot sur... C'est symptomatique de la difficulté qu'il y a à lutter contre la corruption au niveau international? Alors, l'occasion est ici trouvée au-delà des espèces de rodomontades inutiles de Sassou Nguesso, qui est un homme maintenant, qui n'est plus un homme de l'avenir, qui est un homme du passé, et j'espère le plus tôt sera le mieux. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est qu'il n'y aura
aucune lutte efficace contre l'évasion fiscale. Entre 50 et 60 milliards d'euros, s'agissant de la France, soit à peu près le montant de notre dette. Il n'y aura aucune politique efficace s'il n'y a pas, et nous le réclamons avec d'autres, une obligation d'échange, information automatique entre les administrations fiscales, les banques, entre les différents pays de l'Union européenne. Si on ne met pas en place un mécanisme de sanction des États non coopératifs, et le plus vite sera le mieux. Si on n'oblige pas les États à tenir un registre de l'ensemble des trusts qu'ils accueillent sur leur territoire. Parce qu'il y a derrière la notion de paradis fiscal une formidable manipulation. On stigmatise un certain nombre d'États, ce qui a permis à un certain nombre de banques de laver plus blanc en disant des sorties de Panama ou de tas d'États du Pacifique. Mais il y a au cœur de l'Europe des paradis fiscaux extrêmement sophistiqués qui ne disent pas leur nom. La City, le Luxembourg, Malte, l'Autriche, en raison d'un certain nombre de dispositions fiscales ou en raison de dispositions relatives au secret bancaire, sont des paradis fiscaux qui ne disent pas leur nom. Donc c'est là, aujourd'hui, l'objectif central d'une politique audacieuse qui, je l'espère, sera celle demain de notre président de la République. Merci beaucoup, Maître William Bourdon, président fondateur de Sherpa. Merci d'être venu aujourd'hui à France Inter. Merci à vous. Inter 13, Claire Servagent.